Je m'appelle Marie, j'ai 42 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je croyais dur comme fer que ma vie était un conte de fées moderne, un de ceux où l'amour triomphe des petites misères quotidiennes. Imaginez, Paris, la ville des Lumières, avec ses rues pavées du Marais qui sentent le pain frais le matin et les croissants encore chauds. C'est là que nous vivions, mon mari Antoine et moi, dans un appartement haussmannien au 3e étage, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer le soleil timide des matins d'automne. 15 ans de mariage, 2 enfants magnifiques, et une routine qui, je le sais maintenant, masquait des fissures plus profondes qu'un tremblement de terre. Mais à l'époque, je me réveillais chaque jour avec ce petit frisson de gratitude, en me blottissant contre lui, en écoutant sa respiration régulière. J'ai gagné à la loterie de l'amour, me disais-je souvent, en caressant du bout des doigts le tatouage discret qu'il portait sur l'épaule, un petit cœur entrelacé d'un M, pour Marie, gravé lors de notre lune de miel à Lisbonne. Tout a commencé en 2008, lors d'une exposition d'art au Louvre. J'avais 27 ans, fraîchement sortie d'une adolescence chaotique, marquée par le divorce brutal de mes parents. Ma mère, une immigrante portugaise arrivée en France dans les années 70 avec un baluchon et un rêve de vie meilleure, avait élevé seule ses 2 filles dans un petit HLM de la banlieue parisienne. Elle travaillait comme femme de ménage dans des bureaux huppés, rentrant chaque soir avec les mains crevassées et un sourire fatigué. « Ma fille, la vie, c'est pas un roman, c'est du boulot », me répétait-elle souvent, en remuant une soupe de légumes sur le feu. Mon père, un Français volage, avait filé avec une collègue plus jeune, nous laissant avec des factures en retard et un vide béant. J'avais appris à me méfier des hommes, à construire des murs autour de mon cœur, à me concentrer sur mes études en gestion hôtelière. Ce soir-là, au Louvre, je déambulais seule parmi les tableaux, feignant l'intérêt pour une toile de Monet, quand une voix grave m'a tirée de ma rêverie. « Vous savez, ce tableau, il me fait penser à vous. » Des reflets flous, mais une lumière qui perce tout. Je me suis retournée, et là, il était, Antoine, 45 ans aujourd'hui, mais à l'époque un architecte de 30 ans, avec des yeux verts perçants et un sourire qui pouvait désarmer une armée. Grand, les épaules larges sous une chemise bleu nuit, il tenait un verre de vin à la main, l'air à la fois confiant et vulnérable. Il m'a expliqué qu'il bossait sur un projet de rénovation pour le musée, et que ses expositions étaient sa façon de respirer l'histoire. On a discuté pendant des heures de l'art, de la vie, de nos solitudes respectives. Il m'a avoué qu'il sortait d'une rupture douloureuse, elle l'avait quitté pour un musicien voyageur, et il se sentait comme un immeuble en ruine, prêt à s'effondrer. J'ai ri, pour la première fois depuis des mois, et je lui ai raconté ma mère, ses dictons portugais, et comment j'avais juré de ne plus jamais dépendre d'un homme. À la fin de la soirée, il m'a raccompagnée jusqu'à ma RER, et sur le quai bondé, il m'a embrassée. Un baiser timide, puis passionné, sous les néons clignotants. « Marie, murmura-t-il, tu es la vue que j'attendais depuis toujours. » Nos premiers mois ensemble étaient un tourbillon. Antoine m'emmenait dans des petits bistrots cachés du quartier latin, où l'on partageait des assiettes de fromage et de charcuterie, en riant de nos rêves fous. Il rêvait de construire des maisons éco-responsables, des refuges pour les familles brisées. Moi, je parlais de mon ambition modeste, gérer un jour un hôtel cosy, un endroit où les gens pourraient oublier leur chagrin autour d'un café fumant. On se promenait le long de la Seine au crépuscule, main dans la main, et il me serrait contre lui en disant « Avec toi, Marie, je me sens invincible. » Comme si on pouvait rebâtir le monde. Je me souviens d'un soir pluvieux, dans son atelier encombré de plans et de maquettes, où il m'a fait l'amour sur une table de travail, nos corps emmêlés dans l'odeur de bois et de papier. C'était passionné, urgent, comme si le temps nous filait entre les doigts. « Je t'aime, Marie, plus que tout », souffla-t-il après, en traçant des cercles sur ma peau. Et moi, je le croyais. De tout mon cœur. Les enfants sont arrivés comme des cadeaux du ciel. Léa, notre aînée, est née 2 ans après notre mariage, en 2010, un accouchement interminable sous une pluie battante de printemps. Antoine était là, paniqué, tenant ma main moite, murmurant des encouragements entre 2 contractions. « Pousse, mon amour, pousse. Elle arrive, je le sens. » Quand on a posé Léa sur mon ventre, rose et hurlante, avec une touffe de cheveux noirs comme les miens, j'ai pleuré. Antoine aussi, pour la première fois de ma vie je l'ai vu verser des larmes, ses épaules secouées. « Regarde là, Marie. C'est nous, en miniature. »
notre petite guerrière. Léa est curieuse, sensible, toujours le nez dans un livre ou à dessiner des mondes imaginaires. À 12 ans aujourd'hui, elle me pose des questions profondes. Maman, pourquoi les gens se font du mal s'ils s'aiment? Et je souris, en la serrant contre moi, sentant son parfum de shampoing à la fraise. Parfois, ma chérie, l'amour est comme un puzzle, il faut les bonnes pièces pour que ça tienne. Puis Théo, notre petit diable, en 2016. Un garçon espiègle, aux yeux verts d'Antoine, qui court partout comme un ouragan. Sa naissance a été plus douce, un matin ensoleillé, avec Antoine chantant des berceuses portugaises qu'il avait apprises pour moi. Dorme, nenem, a mama esta aqui, fredonnait-il, en berçant Théo contre son torse. À 9 ans, Théo est un clown, capable de nous faire rire aux éclats avec ses imitations de dinosaures ou ses blagues nulles apprises à l'école. Le soir, quand on dîne en famille des pâtes au pesto, recette de ma mère, c'est le chaos joyeux. Léa raconte sa journée, Théo renverse son verre, et Antoine me lance un regard complice par-dessus la table. On est chanceux, hein, dit-il souvent, en posant sa main sur la mienne. Et je hochais la tête, le cœur gonflé. Nos dimanches étaient sacrés, balade au Luxembourg, où les enfants grimpaient aux arbres pendant qu'on s'embrassait sur un banc, comme des adolescents. Ou des pique-niques improvisés dans notre appartement, avec des rires qui résonnaient jusqu'à minuit. Mais derrière ce tableau idyllique, il y avait la famille d'Antoine, un monde à part, froid et guindé, qui m'a toujours fait sentir comme une intruse. Ses parents, Henri et Louise, vivent encore dans leur maison bourgeoise de Neuilly, avec ses meubles Louis XV et ses rideaux lourds qui étouffent la lumière. Henri, un retraité de la finance, est un homme distant, aux moustaches grisonnantes et au jugement lapidaire. Les Portugais, c'est du travailleur, mais pas du sang noble, m'a-t-il lâché un jour, lors d'un Noël forcé, en sirotant son cognac. Louise, sa femme, acquiesce toujours, avec un sourire pincé. Antoine a bien choisi, mais il faut du temps pour s'intégrer. Ils m'ont toléré, jamais accepté. Et puis il y a Claire, la sœur aînée d'Antoine, 40 ans, une avocate ambitieuse aux ongles manucurés et au regard acéré. Claire est fiancée à un certain Bertrand, un homme d'affaires bedonnant qui parle chiffres comme d'autres parlent météo. Elle m'a toujours vue comme une menace, ou pire, une pitié, la petite Portugaise qui a piégé son frère avec un ventre rond. Lors des repas de famille, elle me toisait, en commentant mes plats, c'est exotique, Marie. Mais un peu épicé pour nos palais. Et Antoine? Il riait nerveusement, changeant de sujet. Allons, Claire, Marie est un cordon bleu. Mange, et arrête tes bêtises. Pourtant, malgré ses piques, je faisais des efforts. Pour Antoine, pour les enfants. Je cuisinais des franzinas portugaises lors des fêtes, je portais des robes sages pour plaire à Louise. Mais au fond de moi, il y avait ce secret, ce trésor enfoui que je gardais jalousement, comme une carte cachée dans une partie de poker. Ma tante Élise, la sœur excentrique de ma mère, que je n'avais vue qu'une fois enfant. Élise était une femme libre, une aventurière qui avait fui le Portugal dans les années 60 pour ouvrir un hôtel chic sur la côte atlantique, près de Nazaré. Des falaises battues par les vagues, des chambres avec vue sur l'océan, et une clientèle d'artistes et de cœurs brisés. Elle n'avait pas d'enfant, pas de mari, juste sa liberté et son flair pour les affaires. Quand elle est morte il y a 2 ans, d'une crise cardiaque soudaine lors d'une promenade en bord de mer, j'ai reçu une lettre du notaire de Lisbonne. Chère Marie, votre tante Élise vous lègue tout, l'hôtel, les terres, les souvenirs. Elle disait que vous étiez la seule à comprendre le goût du sel sur les lèvres et la force des femmes seules. J'ai pleuré en lisant ça, seule dans la cuisine, pendant qu'Antoine dormait à l'étage. C'était un empire modeste mais réel, le château-hôtel de la côte portugaise, avec ses jardins de bougainvilliers et ses suites hantées par les légendes locales. J'ai gardé le secret, par peur, par humilité. Un jour, je leur dirai, me promis-je. Quand j'en aurai besoin. Mais à quoi bon? Ma vie était parfaite, non, chaque matin, en me réveillant à ses côtés, je me disais que j'avais gagné à la loterie de l'amour, mais les loteries, on sait qu'elles cachent des arrière-pensées. Antoine rentrait tard du bureau, sentant le béton frais et le café froid, et je l'accueillais avec un baiser, ignorant les cernes sous ses yeux. Dure journée, chérie, demandai-je, en lui servant un verre de vin rouge. Toujours, ma puce. Mais te voir, ça efface tout.
On faisait l'amour sporadiquement, des étreintes rapides entre deux lessives, mais chargées de cette tendresse usée par le temps. Les enfants grandissaient, et je jonglais entre mon job de coordinatrice dans un petit hôtel du centre-ville, rien de glorieux, juste des check-ins et des plaintes sur les oreillers trop mous et les devoirs scolaires. Léa excellait en maths, Théo collectionnait les croûtes aux genoux. La vie coulait, paisible, jusqu'à cet email, ce maudit email qui a tout fait basculer. C'était un mardi de juin, l'air lourd d'orage, et j'étais en train de plier le linge sur le canapé quand mon téléphone a bipé. L'objet, invitation exclusive mariage de Claire et Bertrand. Mon cœur a fait un bond. Claire se mariait enfin. Après des fiançailles qui traînaient depuis des lustres, elle avait choisi un château au Portugal, pour rendre hommage aux racines d'Antoine, ironie du sort, vu qu'elle méprisait les miennes. J'ai ouvert le mail, impatiente, imaginant déjà la robe, les discours, les danses jusqu'à l'aube. Mais mon nom n'y était pas. Aucune mention de mari, ni des enfants. Juste la liste des familles proches, Antoine, Henri, Louise, et une invitée spéciale. Mon estomac s'est noué. Une invitée spéciale? Qui ça? J'ai relu 3 fois, le cœur battant, espérant un oubli. Rien. J'ai posé le téléphone, les mains tremblantes, et j'ai monté les escaliers pour rejoindre Antoine dans son bureau. Il était penché sur ses plans, les lunettes sur le nez, l'air concentré. Antoine? Regarde ça. L'invitation pour le mariage de Claire. Pourquoi je ne suis pas listée? Il a levé les yeux, surpris, puis a pris le téléphone, feignant la lecture. Son visage s'est crispé une seconde, avant de se détendre en un sourire forcé. Oh, chérie, c'est une erreur. Claire est stressée avec les préparatifs. Elle veut un truc intime, juste la famille nucléaire, tu sais. Les enfants et toi, restez ici, profitez d'un week-end calme. Ce sera mieux, crois-moi. Ces mots sonnaient faux, comme un écho distant. Je l'ai fixé, cherchant dans ses yeux vers la vérité que je connaissais par cœur. Intime? Antoine, après 15 ans, je suis de la famille ou pas? Et cette invitée spéciale? C'est qui? Il a soupiré, se passant la main dans les cheveux poivre et sel. Marie, ne fais pas d'histoire. C'est probablement une cousine éloignée. Claire gère, on en reparle plus tard, d'accord? Viens, on va dîner avec les petits. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, mais au fond, une alarme hurlait. Ce soir-là, pendant le repas des nuggets pour Théo, une salade pour Léa, j'ai ri aux blagues des enfants, mais mon esprit vagabondait. Antoine était distant, consultant son téléphone sous la table. Vers minuit, quand la maison s'est tue, je me suis levée pour un verre d'eau. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte, il y travaillait parfois tard. J'ai hésité, puis poussé doucement. Il était là, dos tourné, téléphone à l'oreille, voix basse et intime. Oui, Sophie, ce sera parfait. Le Portugal, juste toi et moi, sans complications. Marie ne se doutera de rien, elle reste à Paris avec les gosses. Et ce mariage, ce sera notre moment, mon amour. Sophie. Le nom m'a frappé comme une gifle. Sophie, sa collègue architecte, cette brune élancée de 35 ans que j'avais croisée une fois à un dîner d'entreprise, avec son rire cristallin et ses robes cintrées. Mon sang s'est glacé. J'ai reculé dans l'ombre du couloir, le cœur cognant si fort que j'ai cru qu'il m'entendrait. Des larmes chaudes ont coulé sur mes joues, silencieuses, brûlantes. Comment? Après tout ça? Je me suis glissée dans la salle de bain, me suis enfermée, et j'ai vomi, le corps secoué de sanglots étouffés. L'eau du lavabo coulait, masquant mes hoquets. 15 ans. Nos vœux. Dans la maladie et la santé, dans la joie et la peine. Et lui, avec quel point le lendemain, pendant qu'il partait au bureau avec un baiser distrait, à ce soir, ma puce, j'ai attendu que les enfants soient à l'école pour agir. La tentation était trop forte. Son téléphone traînait sur la table de la cuisine, déverrouillé comme d'habitude, il me faisait confiance, le pauvre idiot. J'ai ouvert les messages, les doigts tremblants. Et là, l'enfer s'est déversé. Des dizaines d'échanges, datant de 6 mois. Tu me manques, Sophie. Ton corps contre le mien, c'est du feu. Antoine, viens vite,
J'ai besoin de toi. Marie ne soupçonne rien? Des photos volées, elle en lingerie, lui torse nu dans un hôtel anonyme. Des rendez-vous codés, mercredi, 20h, comme d'hab. La nausée est revenue, plus forte. J'ai refermé le téléphone, comme si je pouvais effacer la réalité. Assise par terre, dos au mur, j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. La trahison n'était pas qu'un mot, c'était un poison qui rongeait tout, nos rires, nos nuits, nos promesses. Mais une voix intérieure, celle de ma mère peut-être, ou de tante Élise, a murmuré. Pas encore, Marie. Observe. Attends ton moment. J'ai essuyé mes larmes, me suis regardée dans le miroir fêlé des yeux rougis, mais déterminée. Je ne confronterai pas tout de suite. Pas avant de savoir. Le mariage approchait, et avec lui, ce château-hôtel au Portugal. Ignorant encore le lien qui nous unissait, j'ai fixé l'horizon par la fenêtre, le cœur en miettes, mais l'esprit en feu. Que allait-il se passer là-bas? Je l'ignorais. Mais une chose était sûre, ma vie, cette vie parfaite, venait de basculer dans l'abîme. Après cette nuit fatidique, où les mots d'Antoine à Sophie ont résonné dans ma tête comme un écho infernal, je me suis levée avec un poids sur la poitrine, comme si un éléphant s'était assis sur mon cœur. Le soleil filtrait à travers les rideaux de notre chambre, projetant des ombres longues sur le parquet usé, mais rien ne pouvait illuminer l'obscurité qui s'était installée en moi. Les enfants dormaient encore, leur respiration paisible contrastant avec le chaos de mes pensées. Léa, avec sa couette rose tirée jusqu'au menton, rêvait probablement de ces mondes imaginaires. Théo, étalé en étoile de mer, serrait son ours en peluche tout abîmé. Je les ai regardés longuement, ces petits êtres que nous avions créés ensemble, Antoine et moi, et une vague de tendresse mêlée de terreur m'a submergée. Comment allais-je protéger ce cocon fragile? Allais-je tout détruire en hurlant ma douleur? Non, me suis-je dit, en essuyant une larme furtive. Pas encore. Je feindrais l'ignorance, pour l'instant. J'observerais, je collecterais les preuves, et quand le moment viendrait, je frapperais là où ça fait mal. Mais en attendant, la rage bouillonnait sous ma peau, comme un volcan prêt à entrer en éruption. Et la journée s'est déroulée dans une brume de routine forcée. J'ai préparé le petit déjeuner, des tartines beurrées pour Théo, un yaourt aux fruits pour Léa, en souriant mécaniquement quand ils ont dévalé les escaliers, encore ensommeillés. Maman, on va au parc après l'école, a demandé Léa, les yeux pétillants. Bien sûr, ma puce. Et on mangera des glaces, comme promis. Théo a ajouté, la bouche pleine, moi, je veux celle à la fraise, avec des vermicelles. Antoine est descendu en dernier, déjà enfilant sa veste, son attaché-caisse à la main. Il m'a embrassé sur la tempe, un geste machinal, sans la chaleur d'autrefois. Bonne journée, chérie. Je rentre tard ce soir, réunion avec l'équipe. Son regard a évité le mien, et j'ai senti l'odeur, ce parfum subtil, floral, qui n'était pas le mien. Celui de Sophie, sans doute. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Fais attention à toi. Et il est parti, la porte claquant derrière lui comme un point final à notre histoire. Seul dans la cuisine, j'ai sorti son téléphone de sa veste oubliée sur le dossier de la chaise. Oh, ironie, il l'avait laissé là, confiant en ma loyauté. J'ai scrollé frénétiquement, le cœur battant à tout rompre. Plus de messages, mais des notes vocales, des photos effacées à la hâte. Une en particulier m'a glacé le sang, une selfie de deux, enlacée dans un bar à vin du 11e arrondissement, datée d'il y a 3 semaines. Pour nous, mon amour, avait-il légendé. La jalousie m'a dévorée vive, une bête aux griffes acérées qui lacérait mes entrailles. Comment avait-il pu? Ces 6 derniers mois, pendant que je m'épuisais au travail, que je gérais les crises de Théo à l'école, il construisait un autre monde, un nid douillet avec elle. J'ai imaginé leurs rires complices, leurs mains entrelacées sous la table, leurs nuits volées dans des motels anonymes. La nausée est remontée, et j'ai couru aux toilettes, vomissant le peu que j'avais avalé. Assise par terre, les carreaux froids contre mes cuisses, j'ai pleuré en silence, des sanglots qui secouaient tout mon corps. Pourquoi, Antoine? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais au milieu de cette tourmente, une lueur de lucidité a percé. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Les enfants méritaient une mère forte, pas une épave. J'ai essuyé mon visage, me suis relevée,
et j'ai rangé le téléphone comme si de rien n'était. L'après-midi, après avoir déposé les petits à l'école, je me suis rendue à mon travail, cet hôtel modeste près de la gare de Lyon où je gérais les réservations et les plaintes des touristes grognons. Les couloirs sentaient le café brûlé et le désinfectant, et mes collègues m'ont salué d'un « Ça va, Marie ? T'as une mine affreuse aujourd'hui. » J'ai forcé un sourire, juste une mauvaise nuit. Rien de grave. Mais intérieurement, c'était le chaos. Chaque appel, chaque check-in me rappelait mon rêve secret, un jour, gérer mon propre établissement, loin de ces murs impersonnels. Et c'est là, en triant des dossiers administratifs, que mon esprit a dérivé vers l'héritage de tante Élise. Cette lettre du notaire, pliée dans un tiroir de mon bureau depuis 2 ans, comme un talisman oublié. Je l'ai sortie, les doigts tremblants, et je l'ai relue pour la énième fois. Chère Marie, Élise n'avait confiance qu'en toi. L'hôtel est tien, avec ses dettes et ses rêves. Contacte-moi quand tu seras prête. Prête ? Étais-je prête maintenant ? L'idée d'activer cet atout, de révéler mon pouvoir secret, m'a traversé comme un éclair. Cet hôtel au Portugal, ce château-hôtel de la côte portugaise, près de Nazaré, j'en avais vu des photos dans l'acte notarié, une bâtisse du XVIIIe siècle, perchée sur des falaises battues par l'Atlantique, avec des tourelles en pierre blonde et des jardins embaumés de jasmin et de bougainvilliers. Les vagues turquoises se fracassaient en contrebas, et les chambres offraient des vues infinies sur l'horizon, où le ciel et la mer se fondaient en un bleu hypnotique. Élise l'avait transformé en havre pour âmes perdues, des ateliers d'écriture pour divorcés, des dîners aux chandelles pour cœurs solitaires. C'est pour les femmes comme nous, Marie, avait-elle écrit dans une lettre jointe. Celle qui se relève. Sans réfléchir davantage, j'ai composé le numéro du notaire, un certain Senhor Oliveira, à Lisbonne. La ligne a craqué, un mélange de français hésitant et de portugais chantant. Madame Dupont ? Ah, enfin. Élise serait fière. Les papiers sont prêts. Vous êtes propriétaire à part entière. Souhaitez-vous que j'active la gestion ? Le mariage de votre belle-sœur, c'est là-bas, non ? Une coïncidence divine. Mon cœur a bondi. Claire avait choisi cet hôtel sans savoir. L'ironie m'a presque fait rire, un rire amer, hystérique. Oui, activez tout. Et discrètement. Je veux être informée de chaque détail. Oliveira a promis, considérez le fait. Vous avez le pouvoir, madame. En raccrochant, une étincelle de vengeance s'est allumée en moi. Pas une vengeance aveugle, non une justice poétique. Il m'avait exclue ? Eh bien, j'allais être omniprésente, invisible mais toute puissante. Ce soir-là, le dîner familial a été un supplice. Antoine est rentré tard, les traits tirés, et s'est assis à table avec un « bonsoir tout le monde » las. Les enfants babillaient sur leur journée, Léa et son exposé sur les océans, Théo et son but au foot, mais je sentais son regard fuyant le mien. Après le dessert, une tarte aux pommes maison, il a annoncé, demain, dîner chez Claire pour finaliser les détails du mariage. Tu viens, Marie ? J'ai acquiescé, le ventre noué. Claire. Cette femme qui m'avait toujours traitée comme une figurante dans sa pièce de théâtre parfaite. Le lendemain, dans leur appartement haussmannien du 16e, avec ses tableaux abstraits et ses vases en cristal, l'atmosphère était électrique. Claire, radieuse dans une robe fourreau rouge, nous a accueillis avec des bises guindées. Bertrand, son fiancé, servait l'apéritif, un champagne millésimé qui pétillait comme du fiel dans ma gorge. Assis autour de la table en acajou, on a parlé organisation, le menu portugais en hommage aux racines familiales, la banda folklorique, les feux d'artifice au-dessus de la mer. Mais vite, Claire a pivoté vers moi, son sourire carnassier. « Marie, chérie, je sais que c'est dur, mais le mariage sera intime. Juste nous, la vraie famille. Sophie viendra, tu sais. Elle est comme une sœur pour nous maintenant. Dynamique, cultivée, elle apporte ce petit plus glamour. Sophie. Prononcée comme une caresse. Mon sang n'a fait qu'un tour. Glamour ? Claire, tu parles de ton frère comme d'un accessoire ? Et moi, après 15 ans, je suis quoi ? La nounou des enfants ? Ma voix a tremblé, mais j'ai tenu bon. Claire a ri, un tintement de cristal fêlé, allons, ne le prends pas mal.
c'est une question de tradition. Les beaux-parents sont d'accord, Sophie a le bon pédigré, pas de complications ethniques. Ethnique. Le mot m'a giflé. Henri a hoché la tête depuis son fauteuil, exactement. On veut du propre, du français pur. Louise a ajouté, pincée, tu comprends, Marie. Pour l'image. Antoine est intervenu, maladroit, arrêtez, tous. Marie est ma femme, point final. Mais son ton manquait de conviction, et Claire a balayé d'un geste, oh, Antoine, protège-la pas comme ça. Sophie, elle, sait se tenir en société. La rage m'a envahi, une marée montante. Se tenir? Ou juste écarter les jambes pour un marivolage? J'ai lancé ça dans un souffle, et le silence est tombé comme une lame. Claire s'est figée, les yeux écarquillés, qu'est-ce que tu insinues? J'ai souri, froidement, rien. Juste que le glamour, ça cache souvent la pourriture. Antoine m'a traîné dehors sous prétexte d'une migraine, mais dans la voiture, l'orage a éclaté. Marie, qu'est-ce qui t'arrive? T'es jalouse de Claire maintenant? J'ai explosé, jalouse? Ou lucide? Sophie, Antoine. Je sais tout. Les messages, les nuits, mon amour au téléphone. Il a blêmi, les mains crispées sur le volant. Sophie? C'est du boulot, rien de plus. Tu deviens parano, Marie. Après tout ce qu'on a traversé, parano? Le mot m'a brûlé. À la maison, je me suis enfermée dans la salle de bain, l'eau chaude cascadant sur ma peau comme des larmes. Étais-je folle? Non, les preuves étaient là, irréfutables. Cette nuit-là, l'insomnie m'a tenue éveillée, des heures à fixer le plafond craquelé, le cerveau en ébullition. Je repensais à notre passé, ces moments volés qui me hantaient maintenant. Comme cette escapade à Deauville, il y a 5 ans, où on avait loué un bungalow face à la mer, les enfants chez les grands-parents. On marchait pieds nus sur la plage, le vent salé fouettant nos visages, et il m'avait prise dans ses bras. Marie, tu es mon encre. Sans toi, je dériverais. On avait fait l'amour sur le sable, sous les étoiles, nos corps enlacés dans le bruit des vagues. Pour toujours, avait-il murmuré. Pour toujours. Quel mensonge. La douleur était physique, un poignard qui se tordait dans ma poitrine. J'ai sorti mon journal intime, ce carnet relié cuir que je tenais depuis nos fiançailles, et j'ai écrit à la lueur de la lampe de chevet, ce soir, je meurs un peu. Mais demain, je renaîtrai. Pour les enfants, pour moi. Antoine, tu as ouvert la porte à l'enfer, je vais te montrer le mien. Les jours suivants ont été une danse sur des braises. Antoine rentrait de plus en plus tard, prétextant des deadlines, mais je le pistais maintenant, comme une ombre. J'avais activé l'app de localisation partagée, celle qu'on utilisait pour les enfants, et chaque soir, je zoomais sur la carte, le cœur en vrac. Un mardi, il s'est arrêté dans un café du Marais, rue des Rosiers, un de ces endroits bohèmes avec des guirlandes lumineuses et des tables en bois patiné. J'y suis allé, incognito, un chapeau enfoncé sur la tête, me fondant dans la foule des hipsters. Et là, je les ai vus, Antoine et Sophie, attablés dans un coin sombre, leurs genoux se touchant sous la nappe. Elle riait à ses blagues, sa main sur la sienne, et il la regardait comme il me regardait autrefois avec cette faim dans les yeux. Tu es sublime, Sophie. Avec toi, je respire enfin. Les mots, volés par la vitre embuée, m'ont transpercé. J'ai reculé, le souffle court, et je suis rentré à pied, sous une pluie fine qui lavait à peine ma honte. Parano? Non, brisé point, mais au milieu de cette descente aux enfers, l'hôtel est devenu mon obsession. Senor Oliveira m'envoyait des updates quotidiens, plan du mariage, liste des invités, menu avec cataplana de fruits de mer et pastéis de nata. Claire avait réservé la grande salle, avec vue sur les falaises de Nazaré, où les vagues géantes attiraient les surfeurs du monde entier. L'endroit était magique, hanté par les légendes de sirènes et de naufrages, avec ses murs tapissés de carreaux azuléjo bleus et blancs, et ses lustres en fer forgé qui dansaient à la lueur des bougies. Madame, vous pourriez intervenir à distance, suggérait Oliveira. Une réservation prioritaire, un changement de programme? L'idée me titillait, mais je voulais plus. Je voulais être là, témoin de leur hypocrisie.
Le week-end approchait, et Antoine a annoncé, lors d'un dîner tendu, « Je pars vendredi pour le Portugal. » Seul, comme prévu. « Tu gères les enfants ?» Son ton était défiant, presque provocateur. J'ai souri, un sourire de prédatrice, « Bien sûr, chérie. Profite bien. Et salut Sophie de ma part. » La confrontation partielle a eu lieu cette nuit-là, dans notre chambre, alors qu'il rangeait sa valise. J'ai fermé la porte doucement, le fixant dans le miroir. « Antoine, soyons honnêtes. » « Sophie, c'est sérieux ?» Il s'est retourné, livide. « Marie, arrête. C'est une amie. Rien de plus. » J'ai sorti mon téléphone, lui montrant une capture d'écran, un message que j'avais sauvegardé. « Ce soir, j'ai besoin de ton corps, mon amour. » Ses épaules se sont affaissées. C'est une erreur. Une faiblesse. Pour l'amour de Dieu, Marie, pense aux enfants. J'ai ri, un rire sans joie. Les enfants? C'est toi qui les trahis. 15 ans, Antoine. Et pourquoi? Une aventurière de bureau? Il s'est approché, suppliant, « Pardonne-moi. C'est fini, je te le jure. Laisse-moi arranger ça au mariage, d'accord ?» Mais ses yeux mentaient, et je l'ai senti, il n'était pas prêt à lâcher. Je l'ai repoussé, le cœur en lambeaux. « Arranger? Va, et reviens-moi entier. » Ou ne reviens pas du tout. Seul après son départ, il est parti à l'aube, un baiser froid sur mon front, j'ai craqué. Assise sur le lit défait, entourée de ses chemises qui sentaient encore son après-rasage, j'ai pleuré comme une enfant, des hoquets qui me vidaient. L'isolement était total, la famille me méprisait, mon mari me trahissait, et moi, je me sentais minuscule, invisible. Mais dans ce nadir, une force ancienne s'est éveillée, celle de ma mère, qui avait reconstruit sa vie après l'abandon, celle d'Élise, qui avait bâti un empire sur les ruines d'un amour perdu. J'ai réservé un vol pour le Portugal, sous un faux nom, une chambre incognito à l'hôtel. Je viens, ai-je murmuré à l'écran. Le suspense montait, une toile d'araignée se tissant autour d'eux. Que allais-je découvrir là-bas? La vérité, toute nue, et peut-être, ma propre renaissance. Mais pour l'instant, les ombres s'allongeaient, et la nuit promettait l'ouragan. Le vol pour Lisbonne a été un calvaire de 3 heures, coincé dans un siège étroit entre un couple d'Américains bruyants et une mère stressée avec un bébé qui pleurait sans relâche. Je fixais par le hublot les nuages cotonneux qui filaient comme des fantômes, mon estomac noué par un mélange de nausées et d'adrénaline. J'avais laissé les enfants chez une voisine de confiance, maman part pour un voyage d'affaires surprise, je reviens vite, et mon cœur se serrait à l'idée de leur petit déjeuner sans moi, de Léa qui mordillait sa tartine en me demandant quand je rentrerais. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Antoine était parti la veille, son baiser d'adieu froid comme un contrat expiré, et je l'avais vu, sur l'app de localisation, atterrir à l'aéroport de Porto avant de filer vers Nazaré. Sophie était avec lui, j'en étais sur un pin discret sur un hôtel voisin, effacé trop vite. « Tu vas payer, mon amour » murmurai-je dans le vide de l'avion, les ongles enfoncés dans les accoudoirs. Le pilote a annoncé l'atterrissage, et avec lui, le début de ma descente aux enfers personnels. À Lisbonne, j'ai loué une voiture anonyme, une Fiat grise qui se fondait dans le trafic chaotique des autoroutes côtières. La route vers Nazaré serpentait le long de l'Atlantique, un ruban d'asphalte bordé de falaises abruptes où les vagues turquoises se fracassaient avec une fureur primitive. L'air salin s'infiltrait par la vitre entr'ouverte, chargé d'iode et de promesses de tempête. Nazaré, ce village de pêcheurs légendaires, où les hommes chevauchaient des vagues géantes comme des titans, m'avait toujours fasciné par les récits de ma mère. Là-bas, les femmes sont fortes, Marie. Elles attendent les maris qui rentrent de la mer, ou qui n'y rentrent pas. Aujourd'hui, c'était moi qui affrontais la marée haute de la trahison. J'ai garé la voiture à l'entrée du village, au pied du promontoire rocheux, et j'ai marché jusqu'à l'hôtel, le cœur battant à l'unisson des mouettes criardes. Le château-hôtel de la côte portugaise se dressait devant moi comme un mirage, une forteresse du XVIIIe siècle, restaurée avec amour par tante Élise, ses murs ocre patinés par le vent marin, ses tourelles pointues perçant un ciel d'azur parsemé de nuages menaçants. Des bougainvilliers violets cascadaient sur les balcons en fer forgé,
et l'entrée principale, flanquée de 2 palmiers centenaires, exhalait une odeur de jasmin mêlée à celle du pain frais cuit au four à bois. J'avais réservé sous un faux nom Maria Silva, un clin d'œil à mes racines, une chambre de service au rez-de-chaussée, discrète, avec vue sur les jardins arrière. En tant que propriétaire secrète, j'avais briefé le personnel via Oliveira. Traitez-moi comme une employée lambda. Pas un mot. À la réception, une jeune femme aux cheveux noirs noués en chignon, prénommée Inès, m'a tendu la clé avec un sourire complice. Bem-vinda, Senora. L'hôtel est en effervescence pour le mariage demain. La mariée est exigeante. J'ai ri jaune, je m'en doute. Dites-moi, où sont les préparatifs ? Elle a désigné la grande salle de bal, au cœur du château, avec ses carreaux azuléjo bleus et blancs ornant les murs comme un conte de fées maritimes. Là-bas. Et les invités affluent depuis ce matin. J'ai hoché la tête, enfilant mon déguisement, un tablier blanc sur une jupe noire simple, des gants en coton, et un bonnet qui cachait mes boucles brunes. Une employée de maison anonyme, invisible aux yeux des riches. Parfait pour observer, pour guetter le moment où l'ouragan éclaterait. Les heures suivantes ont été une torture lente, un balai d'ombre et de murmures. J'ai commencé par les couloirs du personnel, poussant un chariot de linge propre imprégné d'une lavande portugaise qui me rappelait les dimanches chez ma mère. L'hôtel bourdonnait, des livreurs déchargeaient des caisses de fleurs tropicales, des orchidées blanches et des roses rouges pour la cérémonie, des cuisiniers s'activant en cuisine sur une cataplana fumante de fruits de mer, ce ragoût épicé typique du Portugal qui embaumait l'ail et le piment. Dans les jardins, des techniciens installaient l'arche nuptiale face à l'océan, ornée de voiles légers qui dansaient au vent, et un podium pour la banda, l'orchestre folklorique qui jouerait des fados mélancoliques et des danses endiablées. J'ai croisé Henri et Louise, les beaux-parents, perchés sur la terrasse comme des panguindés, sirotant des portos secs. Ce lieu est exquis, Henri. Claire a bien choisi, minaudait Louise, son collier de perles étouffant sa gorge. Henri grognait, tant qu'il n'y a pas de ces pêcheurs bruyants. On paie pour la classe. Je suis passé devant eux, tête baissée, le chariot grinçant, et j'ai entendu Louise ajouter, et Sophie ? Elle arrive avec Antoine ? Parfaite, cette fille. Une vraie Française. Mon sang a bouilli, mais j'ai ravalé ma bile, imaginant leur visage quand la vérité éclaterait. Puis, le choc, Claire, dans la suite royale au premier étage, essayant sa robe de mariée devant un miroir antique. Elle était sublime, malgré tout, une sirène en soie ivoire, le bustier brodé de perles, la traîne cascadant comme une vague d'écume. Une couturière portugaise ajustait les coutures, et Claire tournoyait, riant aux éclats. Regardez-moi. Bertrand va en tomber à la renverse. Mais son rire s'est teinté d'amertume quand elle a ajouté, à sa mère au téléphone, « Oui, maman, Antoine est là. Avec Sophie, bien sûr. Marie ? PFF, elle reste à Paris. Trop ordinaire pour notre petit cercle. Ordinaire. Le mot m'a frappé comme un fouet. J'étais là, à quelques pas, invisible, servant de l'eau minérale sur un plateau d'argent. Claire m'a à peine jeté un regard. Toi, la bonne, pose ça et file. Et dis à la cuisine que je veux plus de langoustines pour le banquet. J'ai obéi, les dents serrées, mais en sortant, j'ai entendu son appel suivant. Sophie. Ma chérie, hâte de te voir ce soir. La suite 12 est prête pour toi et Antoine. Profitez, vous le méritez. La suite 12. Le numéro m'a transpercé. C'était la chambre avec la plus belle vue, un balcon privé suspendu au-dessus des falaises, où les amants du monde entier venaient sceller leur passion. Le cœur cognant comme un tambour de guerre, j'ai grimpé l'escalier de service, mes pas feutrés sur les marches en pierre usée. La sueur perlait sur ma nuque, un mélange de chaleur humide et de fureur contenue. Devant la porte de la suite 12, j'ai hésité, l'oreille collée au bois sculpté. Des voix étouffées, des rires complices. Puis, un gémissement. Mon monde s'est effondré là, dans ce couloir hanté par les échos des vagues en contrebas. J'ai poussé la porte mal fermée, par négligence, et la scène m'a giflé en pleine face. Antoine et Sophie, enlacés sur le lit à baldaquin, les draps de lin froissés comme des vagues déchaînées. Elle était nue, sa peau pâle contrastant avec les tatouages discrets d'Antoine, ses mains à lui glissant sur ses hanches avec une familiarité qui m'a retourné l'estomac. Ils ne m'ont pas vu tout de suite,
perdus dans leur bulle, ses lèvres à elle sur son cou, murmurant « Antoine, ici, c'est le paradis. Oublie Marie, oublie tout. Hilary, bas et rauque, chut, mon amour. Demain, au mariage, on annoncera, non, on fuira. Juste toi et moi. » Le choc m'a paralysée, une seconde éternelle où le temps s'est figé. Comment ai-je pu être si aveugle? 15 ans à tisser notre toile, à porter nos enfants, à pardonner tes absences, et toi, ici, à 2 pas de l'autel de ta sœur, à consumer notre mort? Les larmes ont monté, brûlantes, mais la rage les a étouffées, un feu qui consumait tout. Antoine, ai-je hurlé, la voix brisée comme du verre. Ils se sont redressés d'un bond, les draps plaqués contre leur corps nu, les yeux écarquillés de stupeur. Sophie a poussé un cri perçant, se couvrant le visage. « Qui êtes-vous? Sortez !» Antoine, livide, a balbutié. « Marie? Mon Dieu, Marie! Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai avancé, les poings serrés, le tablier taché de sueur, riant d'un rire hystérique qui résonnait dans la chambre comme un glas. « Ici? Dans ton paradis d'adultère? Je viens assister au spectacle, chérie. Celui que tu m'as caché pendant 6 mois. » Sophie s'est levée, drapée dans un peignoir de soie, ses yeux verts si semblables aux miens, ironie cruelle lançant des éclairs. Femme jalouse. Espionne. Antoine, dis-lui de partir. Mais il est resté figé, les mains tendues comme pour apaiser un fauve. Marie, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Sophie et moi, c'est une erreur. Une faiblesse passagère. Passagère? J'ai explosé, les mots jaillissant comme un torrent. Une erreur? Tes messages, tes nuits volées, mon amour au téléphone? Et maintenant, ça, à l'hôtel de ta sœur? Regarde-moi, Antoine. 15 ans. Nos vœux, nos enfants. Léa qui te demande tous les soirs pourquoi papa rentre tard, Théo qui dessine des familles parfaites où tu es le héros. Les larmes coulaient maintenant, chaudes sur mes joues, mais ma voix ne tremblait plus. C'était la libération, le nadir où la douleur se mue en force. Sophie a ricané, amère, oh, pitié. Tu crois que c'est de l'amour, ton petit nid parisien? Antoine étouffe avec toi. Moi, je lui offre la vie, la passion, l'aventure. Laisse-nous tranquilles. Antoine s'est interposé, suppliant, Sophie, tais-toi. Marie, je t'en prie, écoute-moi. C'est fini, je te jure. Demain, au mariage, je lui dirai tout. On repart à 0, pour les enfants. Mais ses yeux trahissaient le mensonge, cette lueur de regret mêlée de désir pour elle. J'ai reculé vers la porte, le cœur en charpie, à 0? Tu as déjà tout brûlé, idiot. Et cet hôtel? Il est à moi. Tante Élise me l'a légué. Chaque pierre, chaque vague en bas. Vous dansez sur mon terrain, et vous ne le saviez même pas. La révélation a atterri comme une bombe. Sophie a pâli, quoi? Propriétaire? C'est une blague. Antoine, bouche bée, Élise? Ta tante excentrique? Mais, pourquoi tu n'as rien dit? J'ai souri, froidement, parce que j'attendais un moment comme celui-ci. Pour vous montrer que la petite portugaise a des crocs. Le suspense a culminé quand mon téléphone a vibré Oliveira, avec un message laconique, panne activée sur ordre. 18h pile. Il était 17h55. J'ai fui la suite, courant dans les couloirs de service, le souffle court, pour rejoindre la salle de contrôle technique, un réduit exigu rempli de câbles et de boîtiers électriques. Maintenant, ai-je murmuré, en appuyant sur le bouton que Oliveira m'avait décrit. Un déclic sourd, puis le chaos, les lumières de la grande salle de bal se sont éteintes d'un coup, plongeant l'hôtel dans une pénombre crépusculaire. Des cris ont fusé des jardins, où les invités, une centaine de bourgeois en tenue chic sirotaient l'apéritif. La musique de la banda s'est tue net, remplacée par un bourdonnement sinistre des générateurs qui peinaient. Qu'est-ce qui se passe? Hurlait une voix masculine. Bertrand, sans doute. J'ai émergé de l'ombre, tablier ôté, bonnet arraché, mes cheveux cascadant librement, et je me suis avancé sur le podium, un projecteur de secours me baignant d'une lumière spectrale. Mesdames et messieurs,
chers invités, ai-je lancé, la voix amplifiée par le micro improvisé, claire et tranchante comme une lame. Ce mariage s'arrête ici. Pas de cérémonie, pas de banquet, pas de feu d'artifice. Parce que l'hôtel est mien. Je suis Marie Dupont, nièce d'Élise Silva, la propriétaire. Et votre parfait Antoine? C'est mon mari. Où l'était, jusqu'à ce que je le surprenne avec sa maîtresse dans une de mes suites. Un murmure horrifié a enflé, comme une vague montant. Claire a surgi de la foule, robe blanche tachée de champagne renversée, le visage déformé par la fureur. Marie? Espèce de folle. Tu mens? Sortez-la. Henri et Louise, bouche bée, se cramponnaient l'un à l'autre. C'est impossible. Élise? Cette folle portugaise? Mais Oliveira est apparue alors, dossier en main, flanqué de 2 huissiers, documents officiels, mesdames et messieurs. L'hôtel appartient à Madame Dupont depuis 2 ans. La réservation est annulée pour motifs techniques et moraux. La confrontation publique a viré à la bagarre verbale, un ouragan de cris et de larmes. Antoine a déboulé, chemise froissée, Sophie sur ses talons, échevelée. Marie, arrête. Pense à Claire, au scandale. J'ai pivoté vers lui, les yeux flamboyants. Au scandale? C'est toi qui l'as créé. En m'excluant, en la ramenant ici comme un trophée. Claire s'est jetée sur moi, griffes sorties, salope. Tu ruines mon jour. Tout pour ton petit drame conjugal? Sophie a hurlé, laisse-le, il m'aime. Toi, t'es fini, avec tes gosses et ta vie plate. Les invités murmuraient, faune sortie pour filmer où, la modernité impitoyable. Henri a supplié, voix chevrotante. Marie, pitié. Sauve la face. On paiera double. Louise, en larmes, pour la famille, ma chère. Mais j'ai secoué la tête, la voix brisée mais ferme. La famille? Celle qui m'a piétinée? Non. C'est fini. Au milieu du chaos, une reviravolta a éclaté comme un feu d'artifice raté. Un invité, un cousin éloigné d'Antoine nommé Paul, s'est avancé, ivre de champagne et de vérité. Attendez. Je sais pour Sophie depuis des mois. Et Claire? Elle savait aussi. Elle m'a dit un soir, après trop de verres, Antoine mérite mieux que cet immigré. Sophie, c'est l'avenir. Claire a blêmi, niant, mensonge. Paul, tais-toi. Mais les murmures se sont mués en clameurs, la foule se divisant en camps, les alliés de Claire hurlant à l'injustice, les neutres filmant avidement. Antoine, acculé, a craqué, c'est vrai, Marie. Claire m'a poussé vers Sophie. Libère-toi, qu'elle disait. Pour le bien de la famille. La trahison s'approfondissait, un puissant fond. J'ai hurlé mes blessures enfouies, la voix rauque, vous m'avez tous trahi. Pour du glamour, du pédigré? Moi, avec mon sang portugais, mes cicatrices d'amour? J'ai tout donné, et vous m'avez jeté comme une serpillière. Sophie a fui alors, en pleurs, courant vers les falaises, son peignoir flottant comme un drapeau blanc. Je pars. Vous êtes tous fous. Antoine l'a suivi un instant, hésitant, avant de se retourner vers moi. Marie. Pardonne-moi. Mais j'ai reculé, le cœur en miettes, trop tard. Claire s'est effondrée à genoux, robe souillée debout du jardin, hurlant d'humiliation, mon mariage. Ma vie. Les beaux-parents, ruinés par le scandale naissant qui se propagerait comme une traînée de poudre sur les réseaux, m'ont supplié à nouveau, Marie, relance les lumières. On oublie tout. Mais non. L'ouragan était déchaîné, et j'étais son œil, calme au milieu de la tourmente. Et la tension a culminé sur la terrasse, face à l'océan démonté. Les vagues géantes de Nazaré rugissaient en bas, comme un cœur antique applaudissant ma chute et ma résurrection. J'ai couru là, loin des cris, le vent salé fouettant mes larmes, mes cheveux emmêlés. Assise sur un banc en pierre, les genoux ramenés contre la poitrine, j'ai laissé la douleur m'envahir pleinement. Les souvenirs affluaient, nos premiers baisers au Louvre, les naissances des enfants, ces dimanches au parc. Pourquoi, sanglotais-je, le sel de la mer se mêlant à celui de mes joues? C'était le moment de plus grande tension, ce nadir où tout bascule, la destruction totale, avant la renaissance. Derrière moi,
L'hôtel était un chaos de lumière clignotante, les générateurs avaient repris, mais le mal était fait. La cérémonie en ruine, les invités fuyant vers leur voiture, Claire en sanglots dans les bras de Bertrand qui jurait « C'est ta faute, avec tes intrigues familiales ». Seule face à l'abîme, j'ai murmuré à la mère « Élise, aide-moi. Donne-moi ta force ». Et comme une réponse, une vague monstrueuse s'est élevée, haute de 10 mètres, avant de s'écraser en un tonnerre assourdissant. Le point culminant passé, l'ouragan s'apaisait, laissant place aux cendres. Mais pour l'instant, j'étais brisée, hurlant dans le vent ma libération, je suis libre. Libre de vous tous. La nuit tombait, étoilée et impitoyable, et je savais que demain, la résolution viendrait. Mais ce soir, c'était la tempête pure, et elle m'avait consumée pour mieux me forger. La nuit sur la terrasse du château-hôtel s'est étirée comme une éternité, le vent salé de Nazaré fouettant mes joues trempées de larmes, tandis que les vagues en contrebas rugissaient leur symphonie furieuse, indifférente à mon chaos intérieur. J'étais assise là, recroquevillée sur ce banc de pierre froide, les genoux ramenés contre la poitrine, mon corps secoué de sanglots qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. L'hôtel, derrière moi, était un bourdonnement distant de voix affolées, de portes claquant et de pas précipités, les invités fuyant le scandale comme des rats d'un navire en perdition. Claire hurlait encore quelque part dans les jardins, sa robe de mariée souillée de boue et de champagne renversée, suppliant Bertrand de sauver la soirée. Antoine errait comme une âme en peine, appelant mon nom dans le noir. Marie. Marie, reviens, on peut parler. Mais je ne bougeais pas. Pas encore. Ce point culminant, cette explosion de vérité brute, m'avait vidé de toute énergie, ne laissant qu'un vide hurlant, un gouffre où tous nos souvenirs, les bons comme les mauvais, tourbillonnaient en un maelstrom douloureux. J'y repensais à tout, notre rencontre au Louvre, ce baiser sous les néons qui avait scellé mon destin, les naissances des enfants, ces miracles roses et hurlants qui nous avaient unis dans la joie épuisée, ces dimanches au parc du Luxembourg, où Théo grimpait aux arbres. Et Léa nous lisait des poèmes maladroits. Et maintenant ? Tout ça réduit en cendres par une liaison sordide, par l'hypocrisie d'une famille qui m'avait tolérée comme une ombre. Pourquoi, Élise, murmurai-je à la mère, comme si ma tante pouvait m'entendre depuis l'au-delà, ses cheveux teints en rouge fouettés par le même vent. Pourquoi m'as-tu légué ça, ce pouvoir, au pire moment? Mais au fond, je savais, ce n'était pas une malédiction, c'était une armure. L'hôtel, ces falaises indomptables, était le symbole de ma lignée des femmes portugaises qui avaient traversé les océans, fui les maris violents, bâti des empires sur des ruines. Ma mère l'avait fait, lavant des sols pour nous nourrir, Élise l'avait fait, transformant un château en ruine en havre de paix. Et moi? J'allais le faire, à mon tour. Les premières lueurs de l'aube ont percé l'horizon, teignant l'océan d'un rose timide, quand Oliveira m'a trouvé là, enveloppée dans une couverture qu'Inès, la réceptionniste, lui avait tendue. Sénora Marie, rentrez. La nuit est finie, mais le jour est à vous. Sa voix, rocailleuse et bienveillante, m'a tiré de ma torpeur. Il m'a aidé à me lever, mes jambes engourdies refusant de coopérer, et m'a raccompagné à ma chambre de service, où un thé brûlant et des pastilles de nata encore chauds m'attendaient, des gâteaux feuilletés, dorés, fourrés à la crème, ce réconfort portugais qui fond sur la langue comme un baiser d'enfance. J'ai mangé en silence, les miettes tombant sur mes genoux, tandis qu'il me racontait les retombées, les invités repartis bredouilles, les bagages empilés dans le hall comme des trophées d'une guerre perdue, Claire effondrée dans sa suite, refusant de parler, Antoine parti à l'aéroport, seul, après une dispute finale avec Sophie qui avait fui en taxi vers Lisbonne. Elle criait « C'est ta faute, Antoine. Ta femme folle nous a tout gâché », a mimé Oliveira, un éclat malicieux dans l'œil. J'ai esquissé un sourire, le premier depuis des heures. Folle? Non. Juste lucide. Le vol de retour à Paris, le lendemain matin, a été un brouillard de turbulences émotionnelles. Assise près du hublot, je regardais les nuages défiler, mon téléphone éteint depuis la veille, pas de message, pas d'appel, juste le silence assourdissant d'un monde qui avait basculé. À Orly, j'ai récupéré les enfants chez la voisine, qui m'a serré dans ses bras. Marie, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Tout va bien? J'ai menti, pour la énième fois, un voyage d'affaires mouvementé. Merci pour eux. Léa s'est jetée sur moi, Théo agrippant ma jambe. Maman. Papa a appelé, il dit qu'il rentre demain.
Il avait l'air bizarre. Mon cœur s'est serré, mais j'ai souri, les étreignant fort. Papa va bien. Et nous aussi. Allez, on rentre faire des crêpes. La maison du Marais m'a accueilli comme une vieille amie traîtresse. L'appartement haussmannien, avec ses moulures et ses tapis persans, sentait encore l'odeur d'Antoine, son après-rasage boisé, ses dossiers d'architecture empilés sur la table. J'ai rangé, nettoyé, cuisiné, un rituel frénétique pour ancrer mes pieds dans la réalité, mais la nuit venue, seule dans le lit trop grand, les larmes ont repris, plus calmes, plus profondes. C'est fini, me suis-je murmuré, en caressant le côté vide des draps. Vraiment fini. Antoine est rentré le lendemain soir, un lundi pluvieux de septembre, traînant sa valise comme un boulet. Il a frappé à la porte ironie, il avait oublié ses clés, et quand je l'ai ouvert, son visage m'a frappé, des cernes profonds, les yeux rougis, une barbe naissante qui le faisait ressembler à un naufragé. Les enfants étaient couchés, merci mon Dieu, et nous nous sommes retrouvés dans la cuisine, sous la lumière crue du néon, une bouteille de vin rouge entre nous comme un dernier rituel. Marie, a-t-il commencé, la voix éraillée, s'asseyant lourdement sur une chaise. Je suis désolée. Pour tout. J'ai versé 2 verres, les mains stables une victoire minuscule, et je me suis assise en face, le fixant sans ciller. Désolée? Pour Sophie? Pour m'avoir exclue? Pour avoir laissé Claire et tes parents me piétiner comme une moins que rien? Les mots sortaient posément, comme si je récitais un script appris par cœur. Il a hoché la tête, les larmes coulant librement, oui. Tout. C'était une folie, une erreur. La pression du boulot, la routine. Sophie était là, excitante, sans attache. Mais toi, Marie, tu es ma vie. Nos enfants, notre histoire. Pardonne-moi. On recommence, je t'en supplie. J'ai siroté mon vin, le goût tannique amer sur ma langue, et j'ai laissé le silence s'étirer, pesant comme une sentence. Il a continué, pathétique, au Portugal, quand tu as révélé l'hôtel, j'ai cru que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Élise, cet héritage, pourquoi tu n'as rien dit? J'ai haussé les épaules, parce que je n'en avais pas besoin. Jusqu'à maintenant. C'était mon secret, ma force. Comme ta liaison était la tienne, ta lâcheté. Il a tressailli, mais a insisté, je vais tout avouer à Claire, à mes parents. On divorcera d'avec elle, non, on recommencera. Pour Léa, pour Théo. Pense à eux, Marie. Ils ont besoin de nous deux. Les enfants. Toujours cet argument, comme un bouclier. J'ai fermé les yeux, revoyant leur visage au petit déjeuner, et une compassion inattendue m'a envahi pas pour lui, mais pour l'homme qu'il avait été, ce rêveur du Louvre qui m'avait fait croire à l'amour éternel. Antoine, murmurai-je enfin, c'est trop tard pour recommencer. Tu as choisi Sophie, même si c'était une illusion. Et moi, j'ai choisi moi. Demain, je contacte l'avocat. Divorce. Garde partagée, peut-être exclusive pour moi. Et l'appartement? Je vends ma part. Il s'est effondré alors, la tête dans les mains, des sanglots d'homme brisé qui me transperçaient malgré tout. Non, Marie. Je t'aime encore. Vraiment. Mais ces mots sonnaient creux, écho d'un passé enterré. J'ai posé ma main sur la sienne, une dernière fois, sentant la chaleur familière de sa peau. Tu m'as aimé, peut-être. Mais pas assez pour me choisir tous les jours. Va, maintenant. Dors sur le canapé. Il a obéi, voûté, et je suis montée me coucher, le cœur plus léger, comme si j'avais jeté un sac de pierre au fond de la Seine. Les semaines suivantes ont été un tourbillon administratif, une résolution méthodique qui m'a ancrée dans ma nouvelle réalité. L'avocat, une femme féroce prénommée Isabelle, aux lunettes cerclées d'acier et au tailleur impeccable, a pris les rênes, papier de divorce déposé, médiation pour la garde accordée à 80% à moi, avec des week-ends pour Antoine, sous surveillance psychologique. Vous êtes forte, Marie, m'a-t-elle dit lors de notre premier rendez-vous, dans son bureau lambrissé du 8e arrondissement. Beaucoup de femmes dans votre situation s'effondrent. Pas vous. J'ai souri, fière, j'ai appris des meilleurs. Ma mère, ma tante. L'appartement a été vendu rapidement à un couple d'Américains expatriés, prêts à payer le prix fort pour le cachet haussmannien,
et j'ai empoché ma part, un pactole qui, additionné à l'héritage d'Élise, m'a offert une liberté vertigineuse. J'ai trouvé un appartement plus petit, mais cosy, dans le 11e, près du Père-Lachaise, 2 chambres pour les enfants, un balcon avec vue sur les tombes fleuries, et une cuisine où l'on pouvait danser sans se cogner point. Mais la reviravolta finale, celle qui a scellé le sort d'Antoine et ravivé mes plaies, est arrivée 2 semaines après notre confrontation. Un appel tardif, alors que je bordais Théo après une histoire de pirate. Marie? C'est Antoine. Il faut que tu saches. Sophie était enceinte. Ou du moins, elle le pensait. J'allais partir avec elle, mais avortement. Une fausse alarme, mais réelle pour elle. C'est pour ça que j'étais si perdue. Enceinte. Le mot m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Une vie, un petit être qui aurait pu être le sien, pas le nôtre. La jalousie, résiduelle, m'a piqué, mais vite remplacée par une pitié immense pour lui, ce lâche piégé par ses illusions, pour elle, cette femme qui avait cru à un conte de fées adultère. Et maintenant, ai-je demandé, la voix neutre. Maintenant? Rien. Elle est partie à Londres, un nouveau job. Et moi, je suis seule, Marie. Vraiment seule. J'ai raccroché doucement, sans colère, juste avec une tristesse douce amère. Perdue? Non, tu as choisi. Moi, j'ai gagné ma liberté. Les obstacles se sont dissous les uns après les autres, comme des châteaux de sable sous la marée. Claire, d'abord, une lettre arrivée par courrier, cachetée d'un sceau élégant, écrite d'une plume tremblante. Marie, ma chère belle-sœur ou ex, désormais. Je suis désolée. Profondément. Mon mariage ruiné n'était rien comparé à la douleur que je t'ai infligée. J'étais jalouse, tu sais. De ta force, de tes enfants, de cet amour que tu portais sans faille. Sophie? Une illusion pour combler mes propres vides. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et l'hôtel, il est magnifique. Si tu le transformes en refuge, invite-moi un jour. Claire. J'ai lu ça à voix haute, dans ma nouvelle cuisine, un verre de vino verdé à la main, et j'ai pleuré de soulagement, de closure. Pas de réponse immédiate, mais un SMS sobre, merci. Peut-être un jour. Les beaux-parents, ensuite, un appel guindé d'Henri, la voix chevrotante. Marie, le scandale nous a ruinés socialement. Les ragots à Neuilly, insupportables. On veut te voir, réconcilier. Pour la famille. Géry, doucement, la famille? Celle qui m'a exclue? Non, Henri. Mais pour les enfants, je reste ouverte. À distance. Louise a ajouté, en fond, tu es plus forte que nous, ma fille. Plus forte. Ces mots, venant d'elle, étaient une victoire. Émotionnellement, la transition a été un chemin de croix pavé de compassion naissante. Je passais de la haine viscérale ces nuits où je hurlais dans l'oreiller, imaginant Antoine et Sophie en flammes à une pitié presque maternelle. J'ai pleuré pour l'homme qu'il fut, mais pas pour celui qu'il est devenu, me suis-je confessé dans mon journal, les pages noircies d'encre et de résidus de larmes. Les enfants, mon phare, Léa, intuitive, m'a prise dans ses bras un soir. Maman, papa pleure quand il nous voit. C'est fini, hein? J'ai hoché la tête, oui, ma chérie. Mais on est une équipe, toi, Théo et moi. Et papa? Il nous aime, à sa façon. Théo, plus concret, a demandé, on garde le chien imaginaire qu'on voulait? Géry, bien sûr. Et on ira au Portugal, voir la mer géante. Ces moments m'ont guéri, fil après fil, tissant une nouvelle toile familiale, sans Antoine mais plus solide. Un an plus tard, un an, ce délai magique qui transforme les plaies en cicatrices, je me tenais sur la terrasse du château-hôtel, le soleil couchant peignant l'océan en or liquide. L'hôtel avait renaître de ses cendres, sous mes ordres précis transmis à Oliveira, rénovation éco-responsable, avec des panneaux solaires sur les tourelles et des jardins bio pour les herbes aromatiques. Mais surtout, je l'avais transformé en havre pour femmes comme moi, refuge des vagues brisées, un nom inspiré des légendes de Nazaré. Des ateliers de résilience yoga au lever du soleil face aux falaises, écriture thérapeutique sous les bougainvilliers, dîner partagé où l'on confessait ses trahisons autour de cataplanes fumantes. Ici, mesdames, on ne guérit pas les cœurs,
on les affûte comme des lames, disais-je aux arrivantes, ces âmes fatiguées de 35 ans et plus, aux yeux hantés par les mêmes fantômes que les miens. Les réservations affluaient, une avocate divorcée de Lyon, une enseignante trahie à Marseille, des groupes d'amis en quête de sororité. L'hôtel prospérait, les comptes en banque gonflés, et moi avec une Marie nouvelle, aux cheveux courts et au sourire franc, vêtue de lin blanc flottant au vent-point, les enfants s'épanouissaient, miraculeusement. Léa, 13 ans maintenant, excellait au collège, son journal intime rempli de rêves d'océanographe. Maman, grâce à l'hôtel, je veux étudier les vagues. Comme toi, qui a dompté la tempête. Théo, 10 ans, était devenu un petit surfeur en herbe lors de nos week-ends portugais, chevauchant des rollers comme des vagues miniatures dans les jardins de l'hôtel. « Regarde, maman. Je suis un géant, criait-il, et je riais, le cœur gonflé. Antoine ? Il avait sombré un temps perdu son job à l'agence, après les ragots du scandale, mais s'était relevé, consultant freelance, sobre et repentant lors des gardes alternés. « Tu es une héroïne, Marie », me disait-il parfois, en déposant les enfants, les yeux humides. « Non, rectifiai-je, juste une femme qui a appris à se lever. » Sophie ? Une ombre effacée, partie à Londres avec un nouveau départ, et je lui souhaitais, sincèrement, de trouver la paix qu'elle n'avait pas su voler. C'est là, sur cette terrasse un an jour pour jour après l'ouragan, que j'ai rencontré lui, Miguel, un veuf portugais de 50 ans, aux mains calleuses de pêcheur reconverti en guide touristique. Grand, les tempes grisonnantes, avec un sourire qui creusait des rides joyeuses autour d'yeux marrons comme la terre fertile. Il était lié à tante Élise, un vieil ami, qui l'avait aidé à négocier avec les autorités locales pour les vagues géantes. Élise parlait souvent de toi, Marie. Ma nièce, la force tranquille, disait-elle. Et maintenant, je vois pourquoi. On a discuté des heures, ce soir-là, autour d'un dîner improvisé, sardines grillées sur un feu de camp, du vino tinto corsé, et des histoires de mer déchaînées. Pas d'amour fulgurant, non, juste une connexion douce, comme un coquillage poli par les ans, qui promettait des promenades main dans la main, des rires partagés avec les enfants. « Prends ton temps, Marie », m'a-t-il dit en m'embrassant la joue, salée comme l'océan. Les bonnes choses viennent avec la marée haute. Les leçons de vie, elles ont émergé comme des perles d'une huître ouverte. D'abord, sur les secrets familiaux, ils nous brisent si on les tait, mais nous libèrent si on les brandit au bon moment. L'héritage d'Élise n'était pas qu'un hôtel, c'était un rappel que les femmes portent en elles des empires invisibles, prêts à surgir. Sur la trahison, elle n'est pas une fin, mais un révélateur. Elle montre les fissures, et nous donne la carte pour rebâtir plus fort. J'ai appris que l'amour n'est pas un don éternel, mais un choix quotidien, confiai-je lors d'un atelier, entouré de mes vagues brisées. Et la supériorité féminine ? Elle n'est pas dans la vengeance, mais dans la résilience. Nous tombons, nous pleurons, et nous nous relevons, couronne invisible sur la tête. Pour les enfants, j'ai tissé ces vérités en conte du soir. Il était une fois une femme exclue d'un mariage, mais qui possédait le château. Et elle vécut heureuse, parce qu'elle se choisit elle-même. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je regarde la mer depuis mon bureau au sommet de la tourelle, les vagues dansant comme des danseuses folles, et je me sens entière. L'hôtel est mon royaume, les enfants ma joie, Miguel une promesse douce. Antoine ? Un chapitre clos, avec tendresse. Et vous, mesdames, car c'est à vous, femmes de plus de 35 ans, au cœur scarifié par les trahisons, aux âmes affamées de récits vrais comme le mien, rappelez-vous, derrière chaque exclusion se cache une couronne. Portez-la fièrement.